Oui, alors, comme vous l'avez compris dans la présentation qu'a fait Hugues, Mathias a écrit le livre sur le vif d'une actualité brûlante. Et alors, comme il se trouve que ça m'était un peu arrivé d'avoir pas du tout le même type ni d'actualité, enfin, on pourra en parler, mais en tout cas pas du tout le même type de forme. Mais comment tu as travaillé avec cette matière-là d'une part, et est-ce que tu as ressenti, comme moi je l'avais ressenti de manière très forte, l'excitation très particulière qu'il y a à voir justement les faits du monde qui viennent perturber ce que tu es en train d'écrire et ce que tu as conçu comme récit dans ta tête quand tu démarres le premier élan du livre? Oui, disons que moi, mon propos n'était pas tellement d'écrire sur l'actualité, mais disons qu'il y avait quand même tout en prenant une distance géographique et linguistique et, que le temps ne me donnait pas, et faire un peu comme ça en toile de fond un roman qui soit vraiment très contemporain. Mais ce qui était surtout très excitant, c'était de voir à quel point, tristement, l'actualité me donnait toujours raison, quoi, en fait. C'était presque... j'avais presque peur d'écrire certaines choses en me disant, mais si je les écris, elles vont se réaliser, quoi. Et ça fait qu'on a du mal à lâcher le livre, en fait. Que la nature imite l'art. Voilà. On a du mal à lâcher le roman. C'est-à-dire qu'on se dit, mais la vie continue, et donc la vie de ce narrateur peut continuer comme ça. L'actualité, c'est quelque chose qui n'arrête pas de dérouler, quoi. C'est un peu comme vous voyez maintenant sur cette mode qu'il y a dans toutes les chaînes, et notamment les chaînes d'actualité et d'information, de faire 2 ou 3 messages à la fois. Enfin, il y a les images, et puis ce qu'on est en train de vous raconter. Ensuite, il y a une bande de texte, une première, qui vous dit qu'il s'est passé aussi autre chose à un autre endroit dans un texte. Et même maintenant, il y en a une troisième qui bouge un peu plus lentement, où on vous donne la température à Abu Dhabi. Et donc, cette façon de voir le monde aujourd'hui, où on a un double ou triple récit en temps réel de ce qui se passe dans la planète, c'est vrai que ça c'était assez fascinant pour moi. Mais j'ai toujours obligé, d'ailleurs j'ai vraiment réfléchi le livre comme ça, en me disant il ne faut pas que l'actualité me fasse perdre de vue le projet narratif, la fiction, l'évolution de mon personnage principal, les différentes stations dans lesquelles je le mets, et tout le parcours qui était prévu à l'avance, quoi. Je ne pouvais pas non plus laisser l'actualité prendre le pas sur ce que moi j'avais décidé réellement de faire. Enfin, je vais quand même reprendre ça, il faut qu'on m'entende pas. Ce qui veut dire aussi, je suis désolé de poser la question de façon peut-être plus abstraite ou plus théorique, ça pose la question de quel est finalement, non pas le rapport, mais ce qu'apporte la possibilité narrative littéraire au récit d'une actualité. Je prends par exemple ton personnage qui s'appelle Bassam, qui est peut-être le personnage que je préfère, parce que je trouve que là, ce personnage-là nous permet de rentrer dans une complexité qu'un récit journalistique, par exemple, ne peut pas prendre en compte. À savoir, ce mec qui est aussi bien un musulman intégriste qu'un type qui est fasciné par, comme le lisait tout à l'heure Hugues, les dessous des meufs, et notamment des petites européennes qui viennent se promener au Maroc. Et donc avec cette espèce de grand écart mental, psychologique, et qui est en même temps complètement complémentaire évidemment, entre sa foi et la rigueur avec laquelle il prétend la vivre et s'y conformer, et puis ce qui lui perturbe les hormones de façon là aussi finalement tout à fait banale. Et là j'ai l'impression qu'avec un personnage comme celui-là, on touche précisément un récit de l'actualité que l'actualité telle qu'elle se donne à raconter habituellement ne peut pas raconter. Non, précisément parce que là on n'est plus dans l'actualité, elle est surtout du domaine de l'objectif et de l'extérieur par rapport à un sujet qui serait un personnage même réel, islamiste. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il n'y a que la fiction qui peut ça. C'est-à-dire, les essais
par exemple, de faire mettre ce discours-là sur quelqu'un qui a réellement existé, comme ce qui a pu être fait dans le monde, par exemple, sur Mera par Salim Bachi, c'est-à-dire d'introduire la fiction dans le discours de l'actualité et du réel, ça sonne faux et ça donne un peu n'importe quoi, parce que du coup ça entre en contradiction entre justement cet extérieur qui est le personnage de Mera tel qu'il est décrit par les journalistes, et puis ce qu'on aurait envie de savoir de lui, mais qui par définition est inconnaissable. Donc c'est pour ça que la fiction ajoute là-dedans une complexité des personnages qui prennent du coup une troisième dimension qui est celle de la réalité. Et si tu veux, pour le dire encore autrement... Tu parles plus fort, Mathieu, oui, si tu prends pas le micro. Ouais. Pour le dire encore autrement, j'ai l'impression, en lisant ton truc, que tu es irrigué par les écrits d'Olivier Roy, de Keppel, de gens comme ça, donc vraiment des gens qui réfléchissent à la fois sur les transformations du monde arabe, des sociétés arabes, et surtout de l'individu, je veux dire, de ces pays-là, mais que finalement, ce que eux décrivent très justement, on l'a pas, et c'est là où ça m'intéresse, c'est que tu rends sensible, parce que voilà, le récit, la narration littéraire permet ça, tu rends sensible à quelque chose qui, de manière analytique, dépliée, pénètre assez peu finalement dans les affects, dans les cerveaux. Je dis ça, je prends comme connaissance d'un certain état du monde, mais ça ne me touche pas de la même manière. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Finalement, ce personnage-là, il concentre vraiment un ensemble de mutations que je trouve assez passionnantes. En fait, c'était affirmatif. D'accord, oui. Une question. Vous avez remarqué quand même qu'il y a deux façons de tenir les micros. Mathias, qui a un micro comme tout le monde. Et Mathieu, il fait ça. On sent qu'en fait, il y a des années de tour de chant derrière. On a l'impression qu'il va se mettre à chanter. C'est dans mes années rap, voilà, ça. C'est hyper impressionnant. Non, mais Mathias, moi, j'avais pas vraiment des questions. Enfin, juste pour dire d'abord, effectivement, que le sujet, d'ailleurs, que ce soit dans nos 3 livres, c'est jamais le sujet. Donc, évidemment, ton sujet... c'est pas le printemps arabe, de même que voilà, moi c'est pas le LSD et que Mathieu c'est pas du tout sur les dangers du saut à l'élastique sans élastique. Mais il y a un truc qui est frappant, parce que c'est quand même un livre, donc c'est écrit, c'est que ton personnage, donc son apprentissage se fait dans la vie, mais il se fait par les lectures, il se fait par la série noire, ce qui fait que voilà, on a un jeune Marocain, un jeune Tangérois qui voilà utilise un langage non seulement de série noire, mais aussi de série noire peut-être traduite, enfin, il y a du manchette, des choses comme ça, enfin. Et je me suis demandé en fait à quel moment tu avais décidé qu'il fallait alors je sais pas si c'est un relais, quelque chose qui t'aide toi à écrire, de passer par une langue du coup très, très française et en plus très marquée, et si, je sais pas, tu as imaginé à un moment d'autres situations, par exemple que ce type aurait aimé, je sais pas, que des bouquins genre Harlequin, et puis du coup ça aurait donné une autre figure au livre. Bon, tu l'as pas fait, mais ça aurait été envisageable. Donc pourquoi à un moment t'es passé par là? Ça c'est vraiment la vraie question qui s'est posée à moi dès le départ, qui est bon, j'avais cette idée de faire ce voyage Tanger, Barcelone, aujourd'hui dans l'actualité avec un jeune Marocain. Et la question c'était, bon, à part la première question qui était, mais est-ce que je peux vraiment, est-ce que j'ose me mettre à la place d'un Marocain de 20 ans, moi qui suis niortais et qui en ai 40, et... Bientôt 41. Et ensuite, est-ce que... Et comment je le fais parler? Voilà. Et donc, au départ, dans une première version, donc il reste encore des traces, puisque... C'était Harlequin? Non, c'était Casanova. Tu as dû parler comme Casanova? Ouais. Ça faisait 1000 pages. Les mémoires de Casanova qui sont dans le livre, qui ont une partie de ses influences, puisqu'il est obligé de les recopier. On les saisir en fait, les numériser, parce qu'à un moment il travaille comme ça dans un truc de numérisation de texte. Mais ça me le rendait, enfin là du coup ça faisait quand même un espèce de grand écart qui frôlait un peu le ridicule, et très vite je me suis aperçu que, parce que en fait c'est une expérience réelle, disons que ce narrateur achète quand il est jeune des romans policiers dans une librairie d'occasion
à Tanger, qui est une espèce de bouquinistes qui vendent aussi des vieilles revues. Et ce bouquiniste existe. Et moi, je les ai vus, cette collection de fleuves noirs, séries noires, mais interminables, qui valaient absolument rien. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si tout d'un coup, un adolescent tombait dans ce magasin et se mettait à lire tous les bouquins qui sont là et presque gratuits. Donc je me suis dit, voilà, c'est ça qui va lui arriver. C'est comme ça que je vais pouvoir l'amener un peu sur un territoire et lui trouver une identité linguistique mixte et étrange, mais une façon de parler. Parce que vraiment, c'était la langue de ce personnage qu'il définit d'abord, quoi. Et alors c'est pareil, ce ne sera pas forcément une question, mais il y a un autre truc qui est frappant, c'est que dans la mesure où tu prends un personnage, voilà, c'est un peu un Bildungsroman, il est un peu obligé d'apprendre les choses, de découvrir, donc de se les expliquer et de les expliquer à nous. Le livre est obligé, voilà, d'être pas démonstratif, mais enfin de nous montrer ce cheminement intellectuel ou sensible de ce personnage. Et à la fois, comme au bout d'un moment, c'est une espèce de marche en avant des événements qui est expliqué, décortiqué. En revanche, moi, le moment que je préférais dans le livre, justement, c'est au moment où il y a comme des trous noirs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut prévoir, voilà. Puis il y a des moments où il se passe, voilà, ce que j'appelle un trou noir. Il y a un personnage qui s'appelle Cruz, voilà, c'est pas qu'il le recueille à un moment Bassam, mais enfin bon, Lakhdar, il l'emploie. Et c'est un type, voilà, il est comme ça juste devant son écran et il regarde en permanence sur Internet des informations sur des choses terribles. Et il y a des moments qui sont, comme le livre est bavard, puisque voilà, c'est un tchatcheur, Lakhdar, il y a des moments au contraire, il est confronté à une espèce d'écran, justement, où c'est complètement fermé, vide. Il le voit qui regarde, et chaque fois ce type arrête de regarder ses infos, il commence à dire quelque chose à Lakhdar, il veut lui parler, il commence une phrase, puis il y a comme ça un silence, mais qui pèse 50 ans de mort, et puis il dit rien, voilà, et puis bon, je raconte pas le livre, parce qu'il y a une scène qui est assez forte après, mais je trouvais ça très intéressant, alors je sais pas si tu peux rebondir là-dessus, mais de mettre justement dans le livre des moments où la vraie charge se fait dans le silence, et quelque chose qui n'arrive pas à passer. Oui, mais là on est vraiment au milieu du livre, en fait, au centre, et ce personnage s'appelle Cruz. Il s'appelle Cruz, voilà, bien sûr. Et on est vraiment au centre de la... Comme Tom. Bravo. On applaudit la Pénélope, c'est vraiment la toute Comme Pénélope. Et donc il s'appelle Cruz, comme Tom. Oui. Pénélope. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si. C'est au milieu. Ah oui, voilà. Et on est dans un moment qui est un peu le vide entre deux mondes. On est ni dans le chez les vivants, ni vraiment tout à fait chez les morts. Et c'est le monde aussi du silence, quoi. Et ce type qui apparemment a un secret extraordinaire. Oui, ça n'a rien à voir avec Cousteau. Qu'est-ce que vous avez tous là? Qui a un secret quand même assez terrifiant derrière cette histoire, justement, qui regarde tout le temps des images, des vidéos d'exécution, enfin des scènes de mort violente sur Internet. Je te la ferai tout à l'heure. Je sens que j'ai quelque chose à dire, Mathieu. Non, on me connaît. Continue. Et donc... Exécution. Tout est enregistré. Bon, c'est une autre question là. Parce que Non, vas-y, David. Même les appareils. et dans ce... Oui, il y a des moments comme ça de silence. Il y en a d'autres en plus. Oui, il y a... C'est pas possible. Hein, c'est difficile de parler du silence et de la mort dans ces conditions. Une autre question? Parce que dans 2 minutes, ce sera le quart d'heure de Mathieu Larneby. Ah ouais, ça va être un sacré quart d'heure. Voilà. Non, moi c'est bizarre aussi, c'est en le lisant, en fait, ça me faisait penser à quelques livres d'Albert Camus, dans la mesure où voilà, on a l'impression que au début on place une voie, on va dans un sens,
il y a peut-être voilà, une problématique. Et en fait, un petit peu comme dans les bouquins de Camus, souvent, dès qu'on est à côté, dès qu'on dérive, c'est là où en fait les choses se passent vraiment. Donc voilà, je disais ça pour l'épisode avec Cruz, mais il faudrait rechercher. Mais il y a plusieurs moments comme ça. C'est plus possible de dire Cruz. Ah ouais, ce soir, ça va être difficile. Donc voilà, avec Tom. Il y a d'autres moments comme ça où tu es obligé d'abandonner un petit peu le trajet. Parce que sinon, c'est pas possible de le garder tout le temps, quoi. Il faut il y a des choses plus fortes qui se passent. Et comme voilà, il y a le sort de sa cousine, qui sont aussi des moments qui sont fermés et sur lesquels il ne peut pas revenir. Oui, mais par exemple, c'est très juste. Et aussi, les extraits que j'ai choisis d'Ibn Battuta, ce voyageur arabe du XIVe siècle, qui est un peu le fil rouge du livre, sont tous des épisodes très statiques, où il est très peu question de voyage, en fait, finalement, ou de déplacement surnaturel. Il y a un épisode comme ça que j'aime vraiment beaucoup, et qui, moi, est un peu une métaphore, ou une allégorie plutôt de la condition humaine, qui est l'histoire de Hassan le Fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est Ibn Battuta qui raconte ça. Il est à la Mecque et il voit un espèce de mendiant muet qui tourne comme ça autour de la Kaaba indéfiniment, que tout le monde respecte mais que tout le monde craint et qu'on appelle Hassan le Fou, et on lui demande qu'est-ce qui est arrivé à ce type. Et donc on lui raconte que ce Hassan le Fou, un jour, il était serviteur pour un des grands marchands de la Mecque, et il rencontre un mendiant dans l'enceinte donc, de la Pierre Noire, enfin à côté de la Pierre Noire, et ce mendiant lui dit, mais Hassan, je sais que tu es irakien. Ah bon, oui, je suis irakien, et alors ça fait très longtemps que tu n'as pas vu ta mère. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ma mère, tu n'aurais pas à la revoir. Et oui, si, mais l'Irak c'est très loin, et voilà, j'ai pas l'occasion d'y aller. Et le mendiant lui dit, écoute, si tu veux vraiment voir ta mère, accroche-toi à moi et ferme les yeux. Et donc il ferme les yeux, il s'accroche au mendiant et il rouvre les yeux et il est devant chez lui à Bagdad. Il reste à Bagdad 15 jours, il revient par le même moyen et il raconte ça à son employeur, alors que le mendiant lui avait fait promettre de surtout jamais rien révéler à personne de ce déplacement miraculeux. Et évidemment, son maître veut voir ce mendiant magicien, et donc il l'amène la nuit devant la Kaaba, et là, en voyant que Hassan a trahi son secret, ce mendiant fait un signe comme ça sur la gorge et qui dit « Par Dieu, tu ne parleras jamais plus ». Et ce type tourne comme ça pendant des années autour de la Kaaba, en signe de malédiction. Et j'ai trouvé que ça c'est assez beau, parce que finalement la condition humaine c'est un peu ça. Il y a tout dans cette histoire, quoi, que Ibn Battuta raconte comme si c'était vrai, hein. Lui il la met pas en doute une seconde. Pour lui c'est vrai que voilà, ce magicien a la possibilité de faire déplacer les gens comme ça, et pour les habitants de la Mecque aussi c'est vrai que ce Hassan est devenu fou comme ça. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous des muets qui tournent autour de la Kaaba On va pour voir un secret avec que Mathieu, l'humanité a, pour un secret qu'on a trahi.